Que cache un nom? Dans le cas de Vénus, vous pourriez être surpris. Pour la plupart d'entre nous, Vénus est simplement l'étoile du soir. Des générations d'étudiants en sciences ont appris qu'elle était la planète sœur de la Terre, la plus proche de nous après la Lune. Dans la Grèce antique, des observateurs pleins d'imagination voyaient en elle Aphrodite, la déesse de l'amour et de la beauté. Mais en Amérique centrale, la civilisation maya identifiait Vénus à Kukulkan, le serpent à plumes. C'était le dieu de la guerre, à la fois créateur et destructeur. Assoiffé de sang, Kukulkan exigeait des sacrifices humains et n'avait rien de romantique. Pour les astronomes modernes, Vénus est une énigme. Des engins spatiaux successifs nous ont appris que cette planète, bien qu'elle ait la taille de la Terre, ne ressemble pas du tout à cette dernière. La surface de Vénus est la plus chaude de tout le système solaire. Vénus est un monde qui a mal tourné, mais dont nous avons beaucoup à apprendre. Bienvenue sur notre planète sœur, un endroit où il ne ferait pas tellement bon vivre. Comparé à ce qui se passe sur Vénus, nos soucis écologiques paraissent bien mineurs. La jumelle de notre planète souffre ainsi d'un effet de serre galopant, d'une sévère perte d'ozone, d'un ciel couvert en permanence et d'une sécheresse générale qui dure depuis 4 milliards d'années. Ces conditions épouvantables auraient de quoi effrayer le commun des mortels. Mais elle fascine une foule d'astronomes, surtout depuis que des missions spatiales se sont approchées de cette planète. L'impression que j'ai de Vénus depuis la mission Magellan est celle d'une planète qui a été entièrement recouverte d'un blindage de lave à un moment donné. Où que l'on regarde sur Vénus, il y a des montagnes ou des plaines couvertes de lave, ou des cratères creusés dans la lave. Tout est volcanique. Les deux planètes, la Terre et Vénus, présentent de nombreuses similitudes. Elles ont la même taille, leur distance par rapport au Soleil est très proche, elles ont toutes les deux une atmosphère, mais il y a des différences fondamentales dans la façon dont chacune évacue sa chaleur. La majeure partie du carbone vient constituer une atmosphère très épaisse et très riche en CO2. Du coup, les infrarouges ne peuvent pas s'échapper et il fait chaud et sec. C'est difficilement vivable. Il est fort probable que jamais un astronaute ne posera le pied sur Vénus. Et c'est d'autant plus dommage que cette planète est pour nous relativement facile à atteindre. Placée sur l'orbite voisine de la nôtre en direction du Soleil, Vénus se rapproche périodiquement à 40 millions de kilomètres de la Terre, alors que la deuxième planète la plus proche, Mars, n'est jamais à moins de 55 millions de kilomètres de nous. Contrairement à Mars, Vénus est presque de la même taille que la Terre, pour une densité et une masse légèrement inférieures. Et ces deux planètes sont constituées à peu près du même mélange de roches et de métal. Globalement, on peut donc bien dire que Vénus est la jumelle de la Terre, mais ce sont les détails qui font la différence. À la surface, la température de Vénus est d'environ 470 degrés Celsius et la pression atmosphérique est 90 fois supérieure à celle de la Terre. Cette atmosphère épaisse et lourde est composée principalement de dioxyde de carbone, mais les nuages qu'elle renferme sont formés d'acide sulfurique concentré, ce que nous appelons communément sur Terre de l'acide de batterie. On comprend dès lors que les scientifiques n'y voient pas une planète propice à la vie. Que faut-il pour qu'une planète soit habitable et quelles sont les voies que peuvent emprunter des formes de vie planétaires? Vénus a l'avantage d'être très semblable à la Terre, mais elle a évolué dans une autre direction. C'est en comprenant par quel mystère ces deux planètes presque jumelles ont pris des chemins différents que nous pourrons apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement des planètes et sur la rareté des lieux habitables dans l'univers. C'est pourquoi il est essentiel que nous étudiions Vénus. Si Vénus nous laisse encore quelque peu perplexes, avant l'ère de la conquête spatiale, elle était pour l'homme un mystère complet.
Il faut dire que même avec les plus gros télescopes, on ne voyait pas grand-chose. Les astronomes savaient que lorsqu'elle était au plus près, notre timide sœur jumelle détournait sa face éclairée, et pire encore, elle était en permanence recouverte d'une épaisse couche de nuages. Même les données fondamentales, comme sa vitesse de rotation sidérale, étaient inconnues. Bref, l'observation de la planète la plus proche de la Terre s'avérait terriblement frustrante. Certains en profitèrent pour laisser libre cours à leur imagination. Pendant des années, les auteurs de science-fiction forgèrent à leur guise un monde que personne ne pouvait vraiment voir. Ainsi, en 1951, Ray Bradbury publia La pluie, une nouvelle où Vénus était décrite comme une jungle humide. Quelques années plus tard, Isaac Asimov fit de même en mentionnant les océans de Vénus. Même l'astronome britannique respecté Fred Hoyle s'y est mis. En 1955, il écrivit une histoire où il imaginait la planète Vénus comme entièrement recouverte de pétrole. Au cinéma, dans un monument kitsch de 1958, Queen of Outer Space, la sirène d'Hollywood Zaza Gabor incarna une scientifique vénusienne qui sauve des astronautes en perdition. Fidèle à ce qui était devenu une tradition, notre planète sœur y était représentée comme un paradis riche en oxygène. Des astronomes avaient cependant détecté la présence de dioxyde de carbone sur Vénus dès les années 30. Et avec l'envoi de sondes spatiales, il devint bientôt difficile d'ignorer cette donnée. La science-fiction céda peu à peu le pas aux faits scientifiques et la réalité dépassa bientôt la fiction. En 1958, des observations par radiotélescope montrent que Vénus émet un fort rayonnement de micro-ondes. Ceci sous-entend qu'il règne sur cette planète une chaleur extrême. Mais certains scientifiques refusent tout net cette idée. La radioastronomie est encore à l'époque une science récente, et il est plus facile de faire fi de ces prétendus micro-ondes que d'admettre que la surface de notre planète sœur est plus chaude de plusieurs centaines de degrés que la vallée de la mort. La même année, les radioastronomes commencent à envoyer des signaux radars en direction de Vénus et reçoivent en écho l'image grossière de la surface cachée sous les nuages. En 1962, de meilleures observations radars permettent de résoudre le mystère de la rotation de la planète et révèlent qu'elle tourne sur son axe extrêmement lentement. Sa période de rotation sidérale est de 243 jours terrestres. Et comparée à toutes les autres planètes du système solaire, cette rotation s'effectue dans le sens inverse. Aujourd'hui encore, les scientifiques n'ont pas trouvé d'explication à ce phénomène. Toujours en 1962, la sonde Mariner 2 survole Vénus et confirme les observations radars faites jusqu'alors. La surface de la planète est effectivement très chaude. D'autres survols montrent qu'elle est non seulement d'une chaleur infernale, mais aussi d'une sécheresse absolue. Dans les années 70, de nouvelles découvertes sur l'atmosphère de Vénus troublent à nouveau les chercheurs. Vue à travers les télescopes, la couche nuageuse présente un aspect uniforme. Mais des photos prises aux ultraviolets par Mariner 10 en 1973 et Pioneer Vénus en 1978 révèlent plusieurs taches indistinctes, mais de grande taille. Après quasiment 3 décennies d'observation, les astronomes ne savent toujours pas avec certitude quel élément ou composé chimique est responsable de ces taches foncées. Nous ne savons pas non plus pourquoi l'atmosphère de Vénus tourne autour de la planète beaucoup plus rapidement que Vénus ne tourne sur elle-même. Il faut 4 jours terrestres pour que l'atmosphère accomplisse une rotation complète, alors que la planète tourne beaucoup plus lentement. Mais nous ne comprenons pas pourquoi. Ironie de la science, nous en savons davantage sur ce qui se trouve sous les nuages que sur l'atmosphère elle-même. Il y a près de 30 ans, plusieurs sondes soviétiques ont été parachutées à travers les multiples couches nuageuses et se sont posées doucement à la surface de Vénus. Les sondes Venera étaient conçues pour résister environ 1 heure avant que leurs circuits ne commencent à fondre et que la machine ne cesse de transmettre.
Mais pendant ces brèves périodes où elles étaient opérationnelles, les Vénéra ont renvoyé sur Terre des photos d'un monde totalement étranger. Les premières nous sont parvenues en 1975, quand les sondes Vénéra 9 et 10 ont transmis des photos noires et blancs remarquablement nettes de plaines rocheuses desséchées. En bas de l'image, on distingue le bord de la sonde. Des sortes de grosses dalles de pierre s'étendent jusqu'à l'horizon, qui apparaît fortement incurvé sous cet angle très large. Ça m'évoque un vieux parking complètement défoncé. Ce paysage de blocs plats et fragmentés ressemble énormément à un paysage volcanique. Et d'ailleurs, c'est ce que c'est. On voit tout ce qu'il y a au premier plan. Mais dans les coins supérieurs, on aperçoit le ciel. Et ça me fait toujours quelque chose de voir un bout de ciel. Cette espèce de couvercle rougeoyant et mystérieux qui s'étend vers l'horizon, c'est le ciel de Vénus. En 1982, une autre sonde Vénéra nous a offert une photo couleur du même paysage. En bas à gauche, on distingue le pied de la sonde. Là encore, les roches ressemblent à de grandes dalles et la lumière orangée qui émane du sol est apparemment fidèle à la réalité. Ceci a été un moment historique de l'exploration interplanétaire et peut-être le plus grand triomphe des programmes soviétiques de vols spatiaux inhabités. Ce sont les seules photos en couleur que l'on ait jamais prises de la surface de Vénus. Une serre est un endroit magique. Étudions son fonctionnement. L'élément clé est son dôme de verre. Le verre laisse le rayonnement visible du soleil pénétrer dans le bâtiment pour chauffer les plantes. Les plantes réémettent cette énergie sous forme d'ondes infrarouges plus longues que le verre empêche de s'échapper vers l'extérieur. Ainsi, la serre se réchauffe, même en plein hiver. L'atmosphère qui enveloppe Vénus remplit la même fonction que les vitres d'une serre. La fraction du rayonnement solaire qui traverse les nuages jusqu'à la surface est réfléchie vers le haut sous forme d'ondes infrarouges plus longues. Le dioxyde de carbone contenu dans l'atmosphère vénusienne étant en grande partie opaque aux infrarouges, ce rayonnement ne peut le traverser. C'est ainsi que Vénus est devenue de plus en plus chaude. Mais qu'est-ce qui a déclenché cet effet de serre à l'échelle planétaire ? Nous ne possédons que peu d'indications fiables sur l'aspect qu'avait Vénus du temps de sa jeunesse, il y a près de 4 milliards d'années. Néanmoins, les scientifiques pensent qu'elle ressemblait alors davantage à la Terre. Peut-être même comportait-elle des océans. Vénus étant plus proche du Soleil que la Terre, le rayonnement solaire est beaucoup plus important, ce qui a accéléré ce que nous appelons l'effet de serre galopant. Sur la Terre, une bonne partie des océans s'évapore dans l'atmosphère. En s'évaporant, ils produisent une grande quantité de vapeur d'eau. Or, la vapeur d'eau est un puissant gaz à effet de serre qui réchauffe encore plus l'atmosphère. Et plus on chauffe, plus les océans s'évaporent. C'est ainsi qu'on arrive à l'effet de serre galopant. Plus il fait chaud, plus les océans s'évaporent et plus l'effet de serre est puissant. C'est un cercle vicieux. Si cette théorie est exacte, Vénus a petit à petit développé une atmosphère épaisse et embrumée. Il y avait de grandes quantités d'hydrogène et d'oxygène au début sous forme de vapeur d'eau. Puis, au fil du temps, le rayonnement du Soleil a peu à peu cassé les molécules de vapeur d'eau. Plus légers, les atomes d'hydrogène ont dérivé dans l'espace, contrairement aux atomes d'oxygène plus lourds, qui sont restés. Au même moment, d'innombrables volcans ont craché un nombre incalculable de mégatonnes de carbone dans l'air. Le carbone qui n'était pas déjà oxydé s'est alors mélangé à ce qui restait d'oxygène jusqu'à ce qu'il n'y ait presque plus que du CO2, du dioxyde de carbone. À partir de là, la situation sur Vénus n'a fait qu'empirer. Les gens voient le CO2 comme ce gaz dangereux responsable de l'effet de serre sur Terre, alors qu'il n'y en a que quelques centaines de parties par million sur notre planète, une quantité infime. Imaginez une planète où il n'y aurait presque que du CO2 dans l'atmosphère. En réalité,
la Terre contient sensiblement la même quantité de carbone que Vénus. Cependant, la plus grande partie de ce carbone ne se trouve pas dans l'atmosphère, mais est stocké dans la roche, tandis que le reste circule à travers l'océan et la biosphère. C'est ce cycle du carbone qui contribue à refroidir notre planète. Sur Vénus, un tel cycle n'existe pas. Les volcans ont expulsé le carbone qui se trouvait à l'intérieur de la planète, mais sans eau, ce dernier n'a pas pu être précipité et enfermé en toute sécurité dans le sous-sol. Comme il n'y avait en outre ni océan ni forme de vie pour l'absorber, le carbone est resté dans l'atmosphère, où il retient la chaleur de façon remarquablement efficace. 4 mai 1989. Avec le lancement de la navette spatiale Atlantis, le visage de Vénus va bientôt changer à jamais. Une sonde spatiale, faite de pièces détachées provenant d'autres missions, sort doucement de la soute de la navette. Mettant le cap sur Vénus, l'engin nommé Magellan entame un long voyage dans l'obscurité de l'espace. « 15 mois plus tard, les responsables de la mission poussent un soupir de soulagement lorsque Magellan se place en orbite autour de Vénus. Après une phase de vérification, la sonde entame sa mission, un relevé topographique de toute la surface de la planète. Magellan va révéler le paysage caché grâce à un type de radar capable de percer la couche nuageuse. Le radar à synthèse d'ouverture utilise un traitement intelligent des données qui simule l'action d'une immense antenne radar. Résultat, une vue extrêmement précise du sol caché sous les nuages. Magellan opère exactement comme prévu, balayant la surface de Vénus par bandes successives et convertissant les données radar en photos. La mission dure 4 ans, pendant lesquels Magellan tourne autour de Vénus en orbite polaire, tandis que la planète effectue lentement sa rotation sidérale. Et à chaque passage, la sonde prend une longue bande étroite d'images radar. Une fois toutes les bandes assemblées, on obtient le portrait tant attendu de Vénus. Toute la planète est visible. Les nuages semblent avoir disparu comme par magie. Ces données ont par la suite été transformées en images 3D numériques dans une modélisation simulant le survol des merveilles géologiques de la planète. D'après les responsables qui ont mis au point ce programme, la couleur de la surface est assez réaliste. Seul le ciel a été assombri et les reliefs du paysage exagérés pour donner une meilleure vue d'ensemble. Chaînes de montagnes accidentées, plateaux desséchés, dômes de lave et volcans imposants, voilà tout ce que l'œil du radar de Magellan nous a dévoilé. Magellan a aussi découvert environ 1 millier de cratères. Comme ceux qui émaillent la Lune, ces trous déchiquetés ont été creusés par des météorites s'écrasant à la surface. Mais certaines caractéristiques de ces impacts météoritiques ont retenu l'attention des scientifiques. Un des aspects intéressants de ce millier de cratères est qu'en dessous d'une certaine taille, quelques kilomètres de diamètre, on en trouve très peu, contrairement à ce qu'on a pu observer sur la Lune. Sur Vénus, l'atmosphère très dense agit comme un filtre et consume les météorites de petite taille avant qu'ils ne s'écrasent à la surface et forment un petit cratère. Un des outils les plus efficaces à la disposition des astronomes pour évaluer l'âge de la surface d'une planète est le nombre et la distribution des cratères dus à des impacts. Les scientifiques peuvent en effet calculer le nombre de cratères censés se former pendant une période géologique donnée. En général, les zones qui présentent un nombre plus élevé de cratères sont plus anciennes que celles où ce nombre est moins élevé. Sur la Lune, ces régions voisines montrent des densités de cratères très différentes. La zone criblée sur la droite a été bombardée par des impacts de météorites il y a près de 4 milliards d'années. La plaine lisse sur la gauche s'est formée lorsque la lave a rempli un bassin peu profond, il y a environ 1 milliard d'années après la fin du bombardement météoritique. Les quelques rares cratères dans la plaine de lave se sont formés encore plus tard. Les scientifiques du programme Magellan étaient impatients d'appliquer cette technique de datation à la surface vénusienne. Mais ils se sont trouvés confrontés à la seule possibilité qu'ils n'avaient pas envisagée. La densité de cratères était la même sur toute la surface de la planète. Ce qui était d'autant plus étrange qu'ils ne dénombraient pas tant de cratères que cela.
La surface de Vénus est plus importante que la surface des terres émergées sur notre planète. Compte tenu de cela, 1 millier de cratères d'impact est un chiffre relativement peu élevé. Cela nous indique que la surface de Vénus est plutôt jeune, vraisemblablement moins d'1 milliard d'années, peut-être un demi-milliard. Une autre observation intéressante concernant ce millier de cratères est que la plupart semblent assez récents. Ils ont l'air de s'être formés au cours des 10 ou 20 dernières années, alors qu'on s'attendait à trouver des cratères présentant divers états de dégradation. Si certains processus avaient eu lieu, érosion, enfouissement sous des écoulements volcaniques, certains cratères devraient être partiellement détruits, et d'autres devraient avoir l'air plus récents. Or, presque tous semblent très récents. Cela suggère qu'au cours du dernier milliard d'années, tous les cratères plus anciens ont été arasés. Vénus est une planète dont le moteur interne semble en surchauffe. Pourtant, si sa surface est couverte de volcans de toute taille, aucun, pour autant que nous puissions en juger, n'est en éruption. La plupart des cratères n'ont pas été recouverts par des écoulements de lave et ils ne présentent aucun signe d'activité. Ce qui explique pourquoi les scientifiques considèrent Vénus comme un cas d'arrêt de croissance planétaire. Outre les défis technologiques et scientifiques qu'elle suppose, l'exploration spatiale pose un problème terminologique. Quel nom donner à tous ces reliefs découverts récemment? Les premières cartes de Vénus établies par radar dans les années 60 étaient très rudimentaires. Seules 3 régions se détachaient. Alpha et Beta étaient manifestement des points névralgiques, mais restaient à déterminer de quelle sorte. Et le seul relief qui semblait identifiable était une chaîne montagneuse. Les radioastronomes la baptisèrent Maxwell, d'après le grand physicien écossais James Clerk Maxwell, dont les travaux sur les radiations menèrent à l'invention du radar et de la transmission radio. Depuis, une commission internationale a décrété que les noms de lieux sur Vénus devraient tous évoquer une femme. Après tout, cette planète est la seule à porter le nom d'une déesse. C'est ainsi qu'aujourd'hui, les monts Maxwell se dressent au-dessus d'Ishtar Terra et surplombent les plaines de Leda, et au-delà Aphrodite Terra et la fosse de Diana. Les noms des reliefs vénusiens rendent hommage à des femmes célèbres, allant d'Ève à la déesse de la fertilité babylonienne, en passant par Hélène de Troie. En plein cœur des monts Maxwell, par exemple, se trouve le cratère Cléopâtre. James Clerk Maxwell était un pur produit de l'ère victorienne. On peut se demander comment ce gentleman et professeur de physique du 19e siècle aurait réagi à l'idée d'être le seul homme sur une planète envahie de femmes et de déesses. À la fin des années 70, les missions Pioneer Vénus ont quelque peu affiné notre vision de Vénus. Pioneer a montré que la surface de la planète était une plaine assez monotone, un peu comme le plancher océanique. La différence étant que sur Vénus, il n'y avait pas de continent. En fait, les monts Maxwell sont sa seule et unique chaîne montagneuse. La région de haute terre Ishtar Terra est elle aussi unique en son genre. Un peu comme si Vénus avait sa propre version du Tibet, sans l'équivalent de l'Asie, ou de tout autre continent d'ailleurs. Les cartes radar à faible résolution de Pioneer Vénus n'étant pas assez bonnes pour en expliquer les raisons, les scientifiques ont conçu un engin spatial capable de cartographier Vénus avec une précision extrême. C'est ainsi que la mission Magellan a permis d'obtenir des photos bien plus nettes des volcans et des cratères. Ce qui nous ramène au problème du nombre de cratères vénusiens. À la grande surprise des astronomes, Magellan a révélé que les cratères étaient distribués uniformément sur la surface de la planète. Cette observation fondamentale signifiait que les zones creusées de cratères avaient toutes le même âge géologique, un âge qui s'avéra étonnamment jeune.
La mission Magellan a suggéré une possibilité surprenante. Le manteau de Vénus s'est littéralement retourné et sa surface a été complètement recouverte de ce matériau volcanique à peu près d'un seul coup, il y a environ un demi-milliard d'années. En effet, la distribution des cratères à la surface, leur nombre et leur emplacement prouvent clairement qu'il y a eu une activité importante. Un demi-milliard d'années ne représente que 10% de l'âge total de la planète. Exception faite de quelques rares impacts météoritiques, il ne s'est rien passé récemment. Vénus semble en sommeil, du moins au premier coup d'œil. Mais après un examen plus approfondi, les scientifiques pensent avoir repéré des indices d'activité volcanique qui auraient eu lieu au cours des 100 derniers millions d'années, autant dire hier sur le plan géologique. Il est clair que l'activité volcanique continue aujourd'hui. Il y a quelques raisons de le penser, et la meilleure se trouve non pas à la surface de la planète, mais dans son atmosphère. Sur Terre aussi, on a des émissions de soufre et de dioxyde de carbone. Sur les volcans hawaïens, on est saisi par l'odeur de soufre. C'est la même chose sur Vénus. Actuellement, il y a bien trop de soufre dans l'atmosphère pour que les volcans soient passifs. On a fait des modélisations de ce qui arriverait aux nuages si toute activité volcanique s'arrêtait. Ils disparaîtraient. Ils dépendent du soufre émis par les volcans. Il est clair qu'on a une source active de soufre, et ce sont forcément les volcans. Prouver que les volcans sont toujours actifs sur Vénus est une autre affaire. Les scientifiques sont à l'affût de vastes écoulements de lave qui changent de forme, ou mieux encore, d'un grand panache volcanique. La preuve manifeste d'un volcanisme vénusien serait une image nette d'un cône fumant, mais les astronomes ignorent s'ils en obtiendront un jour une. Au final, ils sont confrontés à un paradoxe fondamental. Vénus a une surface jaune sur le plan géologique et hérissée de volcans, et pourtant, il ne semble y avoir aucune activité volcanique. Alors, que se passe-t-il? Il y a deux écoles. Pour la première, Vénus a été pendant une longue période une planète très agitée, avec d'immenses écoulements de lave et une déformation intense entraînant la formation de montagnes et de hautes terres. Puis, dans un intervalle de temps relativement bref, 100 millions d'années peut-être, sa surface s'est stabilisée et les déformations se sont arrêtées, à l'exception de quelques zones limitées où l'activité volcanique s'est concentrée. Pour l'autre école de pensée, tout cela s'est produit il y a 500 millions d'années, mais c'est aussi répété plusieurs fois depuis. Il y aurait donc des périodes d'activité intense, déformations, éruptions, projections de magma, entrecoupées de longues périodes de calme. Nous ne saurons quelle école est la bonne que lorsque nous aurons compris le fonctionnement interne de Vénus. La Terre et Vénus présentent de nombreuses similitudes, mais il y a une différence essentielle dans la façon dont les deux planètes évacuent leur chaleur. Sur Terre, cela se fait par le processus de la tectonique des plaques. Les plaques sont en mouvement constant et ouvrent des zones où le magma peut remonter librement à la surface. Sur le plancher océanique, elles s'enfoncent les unes sous les autres, ce qui donne continuellement des tremblements de terre et génère de nouveaux volcans. Sur Vénus, par contre, on n'a vu aucun indice d'une activité constante de ce type. C'est davantage épisodique. Dans un passé géologique récent, Vénus semble avoir connu une période de forte activité qui s'est arrêtée depuis. Les spécialistes qui conçoivent des modèles de l'intérieur de Vénus pour tenter de trouver une explication pensent que nous sommes en présence d'un cycle d'une très longue durée. Par conséquent, dans un avenir plus ou moins proche, il y aura vraisemblablement une autre période de forte activité à la surface de Vénus qui aura pour effet d'évacuer une énorme quantité de chaleur lors d'un grand cataclysme.
On a de bonnes raisons de le penser, parce qu'une des différences fondamentales entre Vénus et la Terre est la sécheresse extrême de la première. Une sécheresse qui affecte certainement tout le fonctionnement de la planète, y compris sa dynamique interne. Les chercheurs ont conçu des modèles de la convection thermique interne et de la tectonique des plaques sur Terre et se sont demandé « et si on asséchait tout? Enlevons toute l'eau ». Et au lieu d'avoir une belle mécanique tectonique bien huilée, comme c'est le cas aujourd'hui, quand on assèche la planète, le moteur se grippe par manque de lubrifiant et la tectonique des plaques s'arrête. Mais pas définitivement. Elle s'arrête temporairement parce que la chaleur doit être évacuée. Dans les entrailles de Vénus couve une nouvelle quantité de chaleur qui augmente et finira un jour par être expulsée à la surface. Il n'y a actuellement aucune mission interplanétaire sur Vénus, mais cela n'empêche pas les scientifiques de réfléchir à la prochaine vague d'exploration. Devrions-nous étudier notre planète sœur avec un nouveau type de radar ? Ou peut-être avec une sonde perfectionnée sensible à la chaleur? Et pourquoi pas un module résistant capable de creuser le sol? Bizarrement, une méthode tout à fait envisageable serait d'explorer Vénus en utilisant des ballons. Retournerons-nous un jour sur Vénus? Les astronomes ne manquent pas de faire remarquer qu'aujourd'hui, la majeure partie du budget alloué aux explorations est consacrée à Mars. Pourtant, d'autres phénomènes étranges à découvrir et d'autres réponses aux questions que nous nous posons nous attendent sur notre planète jumelle. Alors, quelles seront les priorités des prochaines missions sur Vénus? Un objectif majeur est la recherche du moindre signe d'activité à sa surface. Les chercheurs veulent mesurer la quantité de chaleur évacuée de l'intérieur vers l'extérieur de la planète, ce qu'on appelle en langage scientifique le flux de chaleur. C'est le plus important, car si on connaissait ce flux de chaleur, on pourrait distinguer le refroidissement graduel de la planète, qui a plus ou moins tout arrêté à sa surface il y a 500 millions d'années, des modèles épisodiques qui disent que Vénus connaîtra à l'avenir de nouvelles phases de violence. Si le flux de chaleur de Vénus est trop bas pour évacuer toute la chaleur générée à l'intérieur, cela signifie qu'elle se réchauffe. Et si elle se réchauffe, nous allons vers une catastrophe. Mais si ce flux est assez élevé pour évacuer toute la chaleur interne, alors ce que nous voyons à la surface de Vénus ne changera pas. Actuellement, tout semble indiquer que ce flux est bas. Par conséquent, l'intérieur de la planète est certainement en phase de réchauffement. Il est un peu tôt pour l'affirmer, mais les recherches vont dans cette direction. Pour confirmer cette hypothèse, il faudrait une preuve irréfutable, un volcan en phase d'éruption. Mais les éruptions sont difficiles à repérer par radar. Pour David Grinspoon, la solution serait d'envoyer sur Vénus une mission équipée d'une caméra à infrarouge. Sur Terre, quand on survole Hawaï la nuit avec un détecteur à infrarouge, on distingue les vagues de chaleur dégagées par les écoulements actifs. On pourrait faire pareil en orbite autour de Vénus pour chercher des écoulements volcaniques actifs grâce à leur signature calorifique. Donc il nous reste des choses à essayer pour trouver des indices de volcanisme sur Vénus. Il y aurait peut-être un moyen de détecter les écoulements de lave sans quitter la Terre. Diverses techniques expérimentales ont déjà été testées dans des observatoires radio en Amérique du Nord. Les astronomes ont fait du chemin depuis qu'ils ont commencé à dresser les premières cartes de Vénus dans les années 60. Au bon vieux temps de la radarastronomie, une seule et même antenne envoyait l'onde radio vers son objectif, dans ce cas Vénus, et recevait son écho. Le nombre d'informations que l'on pouvait en tirer était restreint parce qu'on était limité à une seule antenne, même de grande taille. Aujourd'hui, on peut envoyer l'onde radio et recevoir son écho simultanément sur plus d'un télescope, comme sur les sites d'Arecibo sur l'île de Porto Rico et celui de Green Bank en Virginie occidentale,
qui sont équipés d'immenses radiotélescopes. Ces récepteurs sont capables de combiner leurs informations de manière à fournir des données beaucoup plus précises et détaillées sur la surface de Vénus ou d'ailleurs que ne le ferait un seul récepteur. Ainsi, nous pouvons étudier la surface de Vénus à volonté, distinguer des détails à l'échelle du kilomètre et voir s'il y a eu une éruption majeure depuis l'année dernière ou ces 10 dernières années. Malgré ces progrès spectaculaires, les grandes questions des scientifiques resteront sans réponse tant qu'un engin spatial ne sera pas retourné sur Vénus. Et tous les chercheurs ont un projet ou un programme particulier qu'ils aimeraient voir mener à bien sur notre mystérieuse voisine. S'il ne tenait qu'à moi, et si ça ne dépendait pas de questions financières, comme ça l'est toujours, qu'est-ce que j'aimerais savoir sur Vénus? J'aimerais avoir un échantillon du sol pour l'étudier en laboratoire. On connaîtrait la chimie de ce matériau et son âge, on pourrait en tirer des conclusions géologiques. Ce serait une avancée cruciale pour comprendre toute l'histoire de sa surface. Un autre moyen de s'attaquer au mystère de Vénus serait de mettre en place ce qu'on appelle un réseau sismique à sa surface. Mais cela ne serait pas une tâche aisée, car il faudrait placer à des endroits stratégiques des sismographes comme ceux qui sont utilisés dans les stations de surveillance sismique sur la Terre. Ce serait très intéressant, car cette planète de la taille de la Terre a forcément une activité sismique. Avec un tel réseau, on pourrait sonder l'intérieur de Vénus, tout comme on le fait sur Terre, et élargir nos connaissances sur la structure interne et le fonctionnement de la Terre en tant que planète. Mais pour cela, il nous faudrait des machines capables de survivre sur Vénus, pas juste pendant 1 heure comme les sondes Vénéra, mais pendant des mois. Cela implique une technologie dont on ne dispose pas encore actuellement, mais des gens très intelligents y travaillent et j'espère voir cela un jour. C'est un de mes grands espoirs. Les ingénieurs cherchent des moyens d'envoyer des instruments sur Vénus en réduisant leur exposition aux conditions impitoyables qui règnent à sa surface. Une solution inédite serait d'envoyer un engin qui ne se poserait pas et ne se placerait pas non plus en orbite, mais flotterait dans l'atmosphère. Ce concept étonnant implique l'utilisation d'un ballon-sonde baptisé Aerobot. Il arriverait sur Vénus via un vaisseau spatial qui le larguerait dans l'atmosphère de la planète et serait ensuite capable de monter et descendre sur commande tout en dérivant autour de la planète en utilisant les vents vénusiens. La température à la surface étant trop élevée pour la plupart de nos instruments, les robots ne descendraient que pendant un laps de temps limité pour prendre des mesures avant de remonter dans l'atmosphère et de se refroidir. Un aérobot pourrait prendre des photos aériennes de Vénus qui seraient très différentes des images radar actuelles et permettraient de repérer plus efficacement les panaches de volcans en activité. Il pourrait en outre effectuer un autre type d'observation, qui aurait peu de chances de donner des résultats, mais qui cependant vaudrait la peine pour David Grinspoon. Je nourris toujours l'espoir que les nuages de Vénus abritent une forme de vie. Nous n'avons pas assez bien exploré cette planète pour exclure cette possibilité. La température et la pression restent dans une fourchette où la vie telle qu'on la connaît pourrait exister. Tant qu'on a un environnement dynamique où le flux d'énergie et les transformations sont importants et où de nombreuses caractéristiques restent encore inexpliquées et inexplorées, on ne peut pas décréter qu'il n'y a pas de vie et qu'il n'y en a jamais eu. Mais outre la question de la vie sur Vénus, son exploration nous offrirait des indices essentiels sur l'évolution, ou l'absence d'évolution, des environnements habitables des planètes. Nous devons l'explorer de façon approfondie si nous voulons percer le mystère de la vie dans l'univers. Malheureusement, nous ignorons quel est l'ensemble des facteurs qui déterminent l'évolution d'une planète. Qui sait ce qui fait pencher la balance entre le chaud et le froid, l'humide et le sec? L'éventail des forces qui façonnent les planètes s'avère plus large et plus complexe que nous ne l'avions imaginé. Sonder d'autres mondes est notre meilleur espoir de comprendre la Terre. Et grâce à Vénus notamment, nous avons déjà pas mal appris.
Vénus peut apprendre aux terriens un certain nombre de choses sur l'environnement. Elle nous a ainsi enseigné que le climat d'une planète est fragile et que les planètes évoluent naturellement vers des conditions hostiles à la vie. En étudiant Vénus, nous pourrions élargir nos connaissances sur le fonctionnement de la Terre. Ainsi, il y a quelques dizaines d'années, les scientifiques se sont aperçus que la couche d'ozone, qui protège la Terre des rayons ultraviolets nocifs, s'amenuisait au-dessus de l'Antarctique. Depuis, le fameux trou de la couche d'ozone est devenu un problème écologique préoccupant. Or, à peu près à la même époque, tout à fait par hasard, les astronomes ont constaté une pénurie d'oxygène dans la haute atmosphère de Vénus. Il devrait y avoir beaucoup d'oxygène parce que l'atmosphère est constituée principalement de CO2 et que les ultraviolets dissocient les molécules de CO2, ce qui libère divers composants gazeux à base d'oxygène. Mais là, ils ne sont pas aussi abondants qu'ils devraient l'être. Une des explications possibles a été fournie par la présence de chlore dans la haute atmosphère de Vénus. Il se trouve que le chlore détruit les molécules d'oxygène. Un scientifique a eu l'idée brillante de se dire « Le chlore détruit les molécules d'oxygène dans l'atmosphère de Vénus. Est-ce aussi ce qui se passe sur Terre ?» C'est ce qui a conduit directement à la découverte du problème de la couche d'ozone. Nous avons introduit des produits chimiques, les chlorofluorocarbures, qui finissent par atteindre notre stratosphère où leurs molécules sont cassées par les ultraviolets. Et on sait aujourd'hui que la dissociation des molécules de chlore et de fluor provoque des dégâts épouvantables dans la couche d'ozone. Voilà donc un exemple extraordinaire de la façon dont l'exploration d'une planète, motivée au départ par notre seul désir d'en savoir plus sur le système solaire, nous a sensibilisés à ce qui se passe sur Terre et aux dégâts que nous faisons subir à notre propre planète. Vénus pourrait également nous éclairer sur un autre problème écologique, l'effet de serre. Depuis la révolution industrielle, la combustion de carburants fossiles a libéré des milliards de tonnes de carbone dans l'atmosphère. Tôt ou tard, nous en subirons les conséquences. Mais les spécialistes des phénomènes atmosphériques ont du mal à prédire quand exactement. Malgré l'importance cruciale de ces questions pour les générations futures, on ne sait toujours pas si le réchauffement climatique a déjà commencé. Et personne n'est tombé d'accord sur l'ampleur qu'il pourrait prendre. Ce débat contradictoire autour du réchauffement de la planète est insoluble, en partie parce que nos ordinateurs ne peuvent pas simuler toutes les manifestations du système climatique étonnamment complexe de la Terre. L'étude d'une planète comme Vénus peut nous apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement des climats sur les planètes et sur la modélisation de ces climats. On a conçu des modèles pour tenter de prévoir l'évolution du climat terrestre si nous continuons à injecter du CO2 dans l'atmosphère. En combien de temps la température va-t-elle se réchauffer et que se passera-t-il si nous doublons la quantité de CO2 ? Mais ces modèles ne sont pas forcément fiables. Il y a tout un débat à ce sujet, mais c'est une question extrêmement complexe. Nous aimerions bien trouver un moyen de mettre ces prévisions à l'épreuve. Si on avait une planète comme la Terre, mais beaucoup plus riche en CO2, on pourrait faire des prévisions et éprouver leur exactitude. Vénus nous offre justement cette opportunité. Avant l'ère spatiale, nous avions de bonnes raisons de croire que Vénus était comme la Terre. Les deux planètes se trouvent dans la même partie du système solaire. Elles sont composées approximativement du même mélange de matériaux. Vénus est plus petite que la Terre de seulement 10% et n'a qu'une lune de moins. Peut-on vraiment parler de différence? Mais Vénus est pourtant radicalement différente de la Terre. Son atmosphère et sa surface n'ont rien à voir avec leurs équivalents terrestres, bien que nous n'ayons pas trouvé une seule bonne raison qui explique cet état de choses. Si la Terre avait été un peu plus petite, serait-elle devenue une fournaise à l'image de Vénus? Est-ce sa distance un peu plus grande au Soleil, sa rotation plus rapide ou la présence d'une lune de grande taille qui a conduit notre planète sur un chemin évolutif aussi opposé? Compte tenu de notre ignorance actuelle, il nous est impossible de trancher. Vénus reste une énigme couverte de lave et enveloppée de nuages. Et en attendant qu'elle nous apprenne autre chose, l'étoile du soir donne déjà une magnifique leçon d'humilité à tous ceux qui tentent de percer les secrets des planètes.